Candidats au patrimoine mondial de l'humanité, les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan devraient d'ici quelques mois rejoindre officiellement la liste de l'UNESCO. Ce serait une première pour la Bretagne, qui ne possède aucun bien inscrit au patrimoine mondial, mais dont les paysages, en particulier ceux du sud du Morbihan, ont été modelés par ces géants de pierre venus du fond des âges. Cette candidature est un projet de longue haleine, fédérant au fil des différentes étapes des scientifiques, des élus, des collectivités territoriales, des services de l'État et des associations de citoyens. Le dossier est porté par l'association Paysages de Mégalithes qui rassemble tous ces acteurs. La démarche de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan est assez originale parce qu'elle a pour vocation à mettre en valeur, à protéger, à classer ce patrimoine absolument unique. Nulle part ailleurs dans le monde, nous avons une telle concentration de sites mégalithiques extraordinaires. C'est les premiers exemples d'architecture monumentale de l'histoire de l'humanité et je crois qu'ils ne sont pas encore assez reconnus à leur valeur, y compris par les habitants. Et c'est aussi une des dimensions du dossier, associer les populations locales à cette merveilleuse aventure qu'est l'inscription au patrimoine mondial. Cette démarche, elle est originale parce qu'elle entend évidemment protéger les monuments eux-mêmes, mais également le paysage dans lequel ces monuments s'inscrivent. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en haut d'un tumulus, le tumulus Saint-Michel à Carnac. Il a été construit il y a quasiment 5000 ans avant Jésus-Christ, 2500 ans avant les premières pyramides égyptiennes. Cette élévation permet de voir que ces monuments ont été érigés à des endroits précis. Il y avait une volonté de les placer sur un territoire très particulier, proche de la mer, qui a probablement été à l'origine de la richesse de cette civilisation du néolithique. Et c'est ce qui rend cette démarche particulièrement originale et novatrice. C'est une aventure extraordinaire qui n'a pas été simple. C'est 10 ans de travail pour réunir les services de l'État, les élus, les citoyens. On a réussi à créer une équipe formidable au sein de Paysages de Mégalithes et à avoir l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui totalement dédiés, la région, le département, les intercommunalités et toutes les communes derrière ce dossier parce que c'est un formidable travail d'équipe et je ne m'arrêterai pas avant qu'on ait obtenu cette inscription. Inscrire un bien à l'UNESCO, ça se fait sur le temps long. Il faut en moyenne 8-10 ans pour inscrire un dossier à l'UNESCO. Donc c'est avant tout une aventure humaine. C'est un projet collectif qui embarque l'ensemble des gestionnaires, des propriétaires qui ont un intérêt dans la préservation et la valorisation des mégalithes du sud du Morbihan et de la zone littorale. On est plus d'une 60aine de structures dans l'association Paysages de Mégalithes et l'ensemble de ces partenaires travaillent main dans la main dans une démarche qui s'inscrit à la fois au niveau très local, parce qu'il faudra qu'il y ait une protection au niveau des PLU, mais aussi au niveau national, puisque c'est l'État français qui porte la candidature auprès des pays membres de l'ONU, comme c'est la coutume, et une démarche internationale, puisque l'objectif c'est de prouver qu'on est à la fois unique au monde et en même temps de prouver que les valeurs qu'on porte sur ce territoire doivent faire sens pour l'humanité entière. C'est la valeur universelle et exceptionnelle. C'est vraiment un parcours qui se construit sur un rythme qui nous est demandé par l'État français, par le ministère de la Culture et aussi par celui de la transition écologique, où on nous demande de valider 3 étapes principales. La première étape, c'est les arguments scientifiques, c'est ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle. Et il faut comparer avec d'autres sites qui sont déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial pour prouver notre légitimité à être sur une liste où il y a déjà énormément de monuments. Comme le disait le professeur Copin, ce qui est notre grand maître sur ce dossier qui nous inspire, ce sont les premières architectures mondiales de l'humanité. Et c'est vrai que ces alignements de pierres qui gardent en partie leur mystère, eh bien, ils sont assez fascinants de par la technique employée, dont on explore encore aujourd'hui les modes de construction, et par le témoignage construit, bâti qu'ils laissent dans le paysage, qui est tout à fait exceptionnel. Ces alignements sont orientés, sont organisés, ils dessinent un paysage et aujourd'hui il faut compter avec la topographie. Le paysage a changé bien sûr et le niveau des eaux est monté aussi, on le sait, depuis l'époque de leur construction. Et ce qui est fascinant, c'est cette continuité sur plusieurs kilomètres et de constater la rigueur qu'ont ces alignements et finalement le marquage qu'ils créent sur le paysage. Depuis qu'on s'est tous fédérés, qu'il y a eu sous la présidence de Yves Coppens un comité scientifique avec aussi des chercheurs, des personnes qui se sont associées, la connaissance sur le marquage, la connaissance sur les monuments a progressé. Moi je peux le dire, en 12 ans, il y a une vraie progression. Ce paysage des mégalithes, c'est quoi ?
C'est ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez ces îles. Sur chacune de nos îles, on a des tombeaux. Sur l'île Longue, il y a un tombeau, sur Gavernis, il y en a, sur Berdère, il y en a, et sur l'île aux Moines aussi. Et on peut imaginer que c'était une sorte de vallée des rois dans laquelle on passait au travers des tombeaux. Et donc on est conscient qu'on vit dans un territoire où les menhirs sont là, les cailloux ils sont là, quoi qu'on fasse ils sont là. Nous, on se différencie avec les autres sites mégalithiques qui sont déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. La porte d'entrée, c'est le vestige archéologique, mais qui a traversé les strates des millénaires et qui a encore un sens aujourd'hui, qui vit encore aujourd'hui, et de faire perdurer ce lien très fort qui les unit aux habitants et à l'identité bretonne, qui est très liée à l'identité des mégalithes et en particulier des menhirs. Et ça, ce lien qui s'est répercuté au fil et à mesure des millénaires, il est aussi fondamental dans le dossier, même s'il dépasse intrinsèquement la valeur scientifique sur laquelle on a travaillé à la base. Ensuite, il y avait une deuxième étape qui était la définition des périmètres. On a 28 communes qui ont été sélectionnées sur des critères scientifiques. Il y a aujourd'hui 33 communes qui sont soit dans le territoire UNESCO, soit partie prenante et intéressées dans nos travaux et sur lesquelles se situent des mégalithes. Et dans l'association, se sont agrégées aussi toutes les forces vives et toutes les personnes intéressées. On a aussi des associations locales de défense du patrimoine ou de l'environnement qui nous suivent. Et donc c'est ces 4 grandes aires qui forment ce qu'on appelle le bien à l'UNESCO et qui forment la quintessence de ce qui doit être préservé à terme. Nous, on a l'extrême chance d'avoir toujours été suivis par les élus locaux, même suite aux élections quand il y a eu des renouvellements de conseils municipaux. Et il y a toujours eu un intérêt très fort, non seulement au dossier UNESCO, mais de façon très factuelle à la préservation de ces monuments. On a tous un lien sensible à ces monuments et souvent un sentiment lié à l'enfance qui est très fort. Quand on est petit breton, on a toujours nos histoires, les encous et nos histoires sur les cailloux. Et on a tous autour de chez nous été voir un menhir, été voir un dolmen. On s'est interrogé sur ces pierres, des fois on y est monté dessus, des fois on a déjeuné juste à côté. Chaque pierre a une signification en plus souvent. C'était la pierre où on allait voir lorsqu'on voulait faire un vœu pour se marier, c'était la pierre pour telle et telle chose. Et ça rentre dans les croyances locales, dans l'esprit de toutes les personnes, de tous ceux qui habitent. C'est notre patrimoine commun. Les monuments mégalithiques sont vraiment consubstantiels à la culture bretonne. Il y a eu depuis des milliers d'années les histoires qui sont véhiculées par les contes et les légendes orales. C'est quelque chose qui est très profond dans la culture bretonne. Et évidemment, notre intention, c'est aussi de permettre non seulement la compréhension et l'interprétation scientifique de ce que sont ces monuments, mais également d'expliquer plus largement, en dehors d'autres paramètres scientifiques, des paramètres culturels, sociologiques, en quoi ces monuments ont contribué à l'édification d'une culture bretonne qui est liée aussi à ce patrimoine. Nous, on va passer 5 jours ensemble pour vous faire travailler sur un sujet, sur les mégalithes. On va découvrir un peu tous ensemble ce que c'est déjà ce mot qui est très compliqué, mégalithe. Et il est très important de transmettre cette culture à nos enfants, au même titre qu'il est important de transmettre la langue bretonne. Cette dimension culturelle dans les monuments mégalithiques, on doit aussi la transmettre aux plus jeunes. Et c'est pour ça que dans l'initiative de classement, on a énormément d'initiatives envers les écoliers. Les spécialistes de paysages de mégalithes vont dans les écoles expliquer dès le plus jeune âge pourquoi ces monuments sont aussi importants, pourquoi ils ont une valeur universelle et pourquoi ils méritent d'être classés. Et je dois dire que les enfants sont évidemment le meilleur vecteur pour transmettre cette culture, cette connaissance scientifique et surtout cette fierté d'avoir sur ce territoire des monuments extraordinaires. Ce territoire mérite qu'on l'explique à nos enfants et aux Bretons et je dirais à l'humanité dans son ensemble. Si ça permet, le classement à l'UNESCO, de faire découvrir à tous nos enfants qu'est-ce que c'est les monuments et de les faire que toutes les écoles aillent découvrir ces monuments, c'est déjà gagné. Et si ensuite les parents les accompagnent, ça sera encore gagné. Au travers de la médiation qu'on va faire au niveau des monuments, déjà il y aura des explications un petit peu comme cette table d'orientation qu'on a posée ici sur le port. Au travers des panneaux qu'on va mettre, déjà il y aura une vraie médiation. Et puis dans ces parcours où les gens vont se déplacer à pied, à vélo, en famille, et c'est important, il y aura une découverte culturelle et une découverte de notre histoire. Et là, on est à la dernière phase nationale, ça s'appelle le plan de gestion. C'est l'ambition collective que se donne l'ensemble des acteurs, l'ensemble des propriétaires, l'ensemble des élus, l'ensemble des gestionnaires, pour gérer ce bien
et ce territoire un peu spécifique. Et quand on dit ce bien, c'est à la fois les monuments qui ont toutes des réalités différentes de propriété, d'état sanitaire, de valorisation, de fréquentation, et aussi tout ce paysage qu'il y a autour. Et une fois qu'on a fini cette étape-là du plan de gestion, on va déposer auprès de l'État français, et c'est le président de la République qui déposera notre dossier auprès de la communauté internationale en tant qu'État partie, ça s'appelle à l'UNESCO, en tant que l'État français. Une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça s'obtient, mais ça peut aussi se perdre. C'est un contrat entre l'UNESCO et l'organisation qui porte l'inscription. Et dans ce contrat, il y a un certain nombre de règles. L'inscription à l'UNESCO, ce sont des contraintes qui sont imposées par l'organisation, de manière à ce que les sites inscrits soient non seulement mis en valeur, protégés, mais également expliqués, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie également pédagogie, notamment avec la signalétique, avec l'accueil des visiteurs. Et donc ce plan de gestion, il est très important parce qu'il est notre plan de marche, les engagements que nous tenons et que nous respecterons auprès de l'UNESCO et qui nous permettront d'améliorer encore la protection, la mise en valeur, l'expérience visiteur pour que ce patrimoine absolument exceptionnel soit protégé. Il est parvenu jusqu'à nous depuis quasiment 7 ou 8 000 ans et on a donc ce devoir de le protéger, même s'il a changé par rapport à l'époque à laquelle il a été édifié. C'est tout l'enjeu de ce dossier au niveau de l'UNESCO. C'est que ce dossier au niveau de l'UNESCO, on vit dans ce territoire. Il y a des maisons qui sont sorties, il y a des aménagements qui ont été faits. Et dans ce territoire, on y vit, nous. Mais on vit avec les monuments à côté de nous. Donc, c'est pas seulement le néolithique qu'on doit préserver. C'est comment on continue à vivre avec ces domaines et ces menhirs tout en les respectant. Et tout en faisant que les générations futures, dans 200 ans, 1000 ans, 2000 ans, ils aient encore ce patrimoine qui existe et qui soit palpable, qu'on peut toucher, qu'on peut regarder, qu'on peut visiter et qu'on peut comprendre. L'enjeu essentiel, c'est qu'on puisse continuer de vivre sur ce territoire tout en respectant les mégalithes les plus spectaculaires et même les plus dispersés, et donc de trouver le juste équilibre. C'est vraiment notre ambition au quotidien, de voir ce qu'il est possible de faire, de rattraper certaines erreurs qui ont pu être faites, et puis, pour l'avenir, de préparer les nouvelles conditions d'acceptation, de vivre avec ces mégalithes, et non pas contre, et de les accepter dans le paysage. Il faut pouvoir enregistrer tous ces monuments de telle façon qu'on leur mette des périmètres de sécurité et qu'on les identifie bien dans ces périmètres. C'est-à-dire que la personne qui veut construire, elle sait bien qu'à 200 mètres, il y aura un monument. Et que du fait qu'il y a ce monument, l'architecte des bâtiments de France va lui prescrire des indications de co-visibilité, d'orientation, etc. Sur la conciliation de ce patrimoine monumental et parfois plus discret et la nécessité d'habiter et de transformer son habitation, puisque ce paysage il est habité, et donc l'essentiel c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'il est possible de construire, de bâtir, et ce qu'il doit absolument être préservé comme une valeur universelle. Donc c'est tout l'enjeu de ce dossier. Ça passe par des permanences, ça passe par des documents d'urbanisme qui soient performants, et ça c'est notre travail au quotidien avec les collectivités pour accompagner les modifications de ce territoire. Au Moyen-Âge, y compris jusqu'à la fin du 19e siècle, quand un habitant de Carnac voulait construire sa maison, il allait chercher des pierres dans les alignements. Et il y a beaucoup de menhirs qui sont aujourd'hui dans des murs de maisons, dans des chemins. Et ce patrimoine n'est plus exactement comme il était au néolithique, c'est une évidence. Dans les années 50, l'urbanisme s'est également développé. Il y a des endroits où ce patrimoine est maintenant inséré ou enserré dans des villes ou même dans des constructions. Le mal est fait, j'allais dire, et on ne peut pas revenir à la situation ante. Ceci dit, il faut absolument maintenant protéger complètement ces sites, leurs abords. Je crois que ça a été fait, puisque un certain nombre de mesures ont été prises dans les plans d'occupation des sols et dans les PLU des communes, qui font qu'il n'est plus possible, évidemment, de grignoter autour de ces sites, et c'est une très bonne chose. Et je crois que même avec le renforcement de la législation, on va pouvoir de temps en temps, parce que les communes peuvent racheter un bâtiment, le détruire et redonner au site une cohérence, je dirais, et un paysage qui s'approche un petit peu plus de ce qu'il était il y a 7000 ans. Et donc cette contrainte urbaine, elle est au cœur du dossier. Et il y a l'engagement de toutes les collectivités qui participent à ce dossier d'insérer dans leur droit des sols des protections extrêmement sévères de ce patrimoine, de manière à ce qu'il ne soit plus jamais dégradé. Si vous laissez pousser des arbres sur un tumulus, les racines vont rentrer dans le tumulus et vont le détruire. Donc tout ça, c'est des prescriptions qu'il faut mettre sur l'entretien des monuments, sur la façon de les protéger. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi marquer et faire en sorte que les éléments qu'on met aujourd'hui soient encore présents demain
et que nos enfants, nos petits-enfants, les populations qui vont vivre sur notre territoire s'accaparent. Ce qui fait le bien commun, universel, et qu'on veut porter au niveau de l'UNESCO. La perspective d'une inscription au patrimoine de l'UNESCO peut effrayer un certain nombre de personnes, puisque cette inscription vient avec un certain nombre de mythes, plus 30% de fréquentation, on imagine les cartes qui vont se déverser sur notre territoire. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, le pourcentage de visiteurs qui visitent nos sites mégalithiques se concentre sur quelques sites. Pourtant, c'est plus de 500 monuments qui vont être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc cette inscription, ça va permettre de faire comprendre à l'humanité entière l'importance de ces mégalithes, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire pour améliorer l'expérience visiteur, pour améliorer la circulation des flux et surtout pour permettre aux visiteurs de ne pas simplement se rendre à Carnac ou à Lecomte-Mériaquer ou à Arzon, parce qu'il y a des milliers de monuments extraordinaires disséminés sur le territoire qu'il faut aussi mettre en valeur. Jusqu'à présent, un certain nombre de ces dolmens, de ces mégalithes étaient enfouis sous les ronces et personne, ou à part les spécialistes et quelques archéologues, ne connaissait leur existence. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une signalétique UNESCO qui va permettre un vrai parcours et pas seulement d'aller passer quelques minutes, même s'ils sont magnifiques, et étant le maire de Carnac, évidemment je n'invite pas les gens à ne pas venir aux alignements de Carnac, mais il y a beaucoup de monuments qui méritent d'être découverts. Évidemment, notre intention n'est pas la quantité, on ne veut pas plus de visiteurs, on veut simplement avoir une expérience qualitative très supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, parce que pendant très longtemps on ne s'est pas vraiment occupé de ce patrimoine, en tout cas pas assez, et je crois que le dossier UNESCO va être un vecteur extraordinaire pour protéger, mettre en valeur. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de voitures autour du site, il y aura beaucoup plus de vélos, beaucoup plus de piétons, parce que le temps où on pouvait garer sa voiture quasiment à 1 mètre ou 2 mètres des alignements, il est révolu, et donc on est évidemment dans une dynamique qui est celle de l'ultra-protection, et puis une expérience visiteur beaucoup plus douce, en vélo, en randonnée, en piéton, et c'est ça, c'est le sens de l'histoire, c'est clair. Aujourd'hui, le dossier d'inscription, touche à sa fin. On est vraiment dans la dernière ligne droite. Nous allons déposer le dossier final au ministère de la Culture pour, on espère, une proposition par le ministère de la Culture et l'État français à l'UNESCO en 2025. Et pourquoi pas une inscription définitive au cours de l'année 2026. En tout cas, c'est notre espoir. Et donc, après 10 ans d'un travail gigantesque avec l'ensemble des élus du territoire, le département, la région, on voit, la lumière au bout du tunnel, et c'est évidemment une immense satisfaction.